Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Françoise Ketmans. Bonjour. Vous êtes bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, également député donc à la Chambre au niveau fédéral et membre du mouvement réformateur. Yann Yombon à Molenbeek cet après-midi, c'est une visite symbolique ou c'est une visite où il va se passer des choses, dire des choses, une visite d'études? Alors c'est important que le ministre de l'Intérieur vienne dans les communes et notamment dans une commune comme Molenbeek, qui est une grande commune qui connaît des difficultés. On parle de radicalisme, évidemment. Donc c'est une commune qui a connu des difficultés par rapport au radicalisme. On peut se souvenir des derniers événements. Et donc le ministre vient pour rencontrer la cellule radicalisme qui dépend de la police, mais aussi le fonctionnaire de prévention, le fonctionnaire contre le radicalisme violent. Et donc nous, ce sera l'occasion de présenter au ministre de l'Intérieur notre plan d'action par rapport justement à ce qui a été réalisé et ce que nous souhaitons également pour le futur. Et le ministre viendra certainement aussi pour présenter ses projets concernant la lutte contre le radicalisme. Alors, c'est une visite de terrain, donc il va y avoir un échange entre les fonctionnaires dont vous venez de parler et le ministre de l'Intérieur. Ça se passe comment? Donc, vous venez déjà de donner une piste. Il y a à la fois l'aspect policier du travail et à la fois l'aspect prévention, encadrement. Est-ce que les deux collaborent ou est-ce que ce sont des mondes étanches? Les deux collaborent. Alors, ils ont chacun évidemment des missions bien spécifiques. Nous, au niveau local, on travaille surtout sur la prévention. Et donc c'est pour ça que ce fonctionnaire contre le radicalisme, eh bien, il a été engagé il y a 1 an et sa mission première est de former et d'informer tous les acteurs de première ligne, culturels, sociaux, éducatifs, ça veut dire les sur les dangers du enseignants, radicalisme. les assistants Absolument. sociaux. Et même des fonctionnaires qui peuvent être en contact directement avec la population. Il a aussi un contact avec les familles, parce qu'on constate que souvent, bien, ce radicalisme naît au sein des familles et que ces familles sont en désarroi par rapport à cette situation. C'est justement ça la difficulté, Françoise Ketmans. C'est pour ça que je vous demande si les deux mondes sont étanches. Dans une famille, quand on a un élément qui est en voie de radicalisation ou qui risque de partir vers la Syrie ou vers l'Irak, on n'a pas spécialement envie de donner l'information à la police pour voir les policiers débarquer et être soumis à des interrogatoires. Est-ce qu'on peut témoigner auprès d'un fonctionnaire à Molenbeek ou ailleurs sans que ces informations aillent à la police? Oui, tout à fait. Et parfois, il y a des familles qui s'adressent à la police, mais la police renvoie vers ce fonctionnaire contre le radicalisme, vers la cellule de prévention. Et évidemment, si ces familles ou des acteurs informent le fonctionnaire de prévention, ça se fait de manière tout à fait confidentielle. Et donc ça ne remonte pas aux autorités policières ou judiciaires. On dit qu'il y a à peu près 20 personnes qui seraient parties combattre vers l'État islamique au départ de Molenbeek. Est-ce que le chiffre est correct? Oui, on compte une trentaine de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, soit sont parties, sont revenues, sont soupçonnées de pouvoir partir. Donc on compte depuis ces événements une trentaine de personnes qui directement sont touchées par ce phénomène de radicalisme violent et par ces départs. Il y a eu des cas emblématiques, on a vu des vidéos avec des Molenbeekois. On sait que Ayoub El Kazani qui a fomenté un attentat qui a été déjoué dans le Thalys, il était passé par Molenbeek. On sait que Mehdi Demouche, auteur de l'attentat contre le musée juif, il a loué une chambre à Molenbeek. Comment est-ce qu'on explique tout ça? Est-ce qu'il y a une forme de stigmatisation de Molenbeek dans les médias ou est-ce que ça correspond à une réalité? Alors, Molenbeek, c'est une grande commune, 100 000 habitants, forte densité dans le centre historique, forte communauté d'origine marocaine. Et donc, évidemment, ces individus pourront, je dirais, passer inaperçus, garder l'anonymat plus facilement dans certains quartiers de Molenbeek que dans d'autres. Mais ce sont des personnes qui n'ont fait que transiter par Molenbeek. Donc il ne faut pas en tirer de conclusion. Par contre, il faut véritablement travailler avec les personnes qui habitent la commune, qui sont nées. J'ai été beaucoup plus interpellée par la situation de ces jeunes qui ont été, dont un a été tué et qui ont été interpellés dans les événements qui se sont passés à Verviers, parce que là, c'était des Molenbeekois vivant sur le territoire. Ouais, vous confirmez que ces jeunes Molenbeekois, la cellule de Verviers, c'était le commissariat de Molenbeek qui était leur objectif, la cible?
C'était un commissariat de police, c'était un bâtiment de police de toute façon. Oui, vous voulez pas nous Et dire à que c'est déçu de Bruxelles. Et à Molenbeek. Bruxelles. Ouais. On parle de prévention. Il y a beaucoup, c'est dans les écoles que ça se passe. Est-ce qu'on est efficace? Est-ce qu'on arrive à toucher les jeunes? Il y a Mourad Benchalali, qui est un ancien détenu de Guantanamo, qui a fait plusieurs conférences à Molenbeek il y a quelques mois. Est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que les jeunes sont un peu vaccinés contre le discours radical, ou est-ce que le travail reste à poursuivre? Je pense que le travail reste à poursuivre. Il est vraiment important. Ça veut dire qu'il y a toujours des échos favorables et des oreilles complaisantes. Absolument. Et il y a toujours aussi cette théorie du complot, qui est vraiment un message qui passe bien auprès de certains publics et auprès de jeunes qui ont parfois le sentiment d'être victimes. Et donc, ce message du complot et cette image des jeunes qui partent, qui auront la belle vie, qui auront le paradis, qui seront des héros, c'est encore un message qui est extrêmement dangereux et ça, qui peut toucher un public fragilisé. Quand on est bourgmestre, est-ce qu'on a les moyens de lutter contre ce genre de propagande ou pas? On doit le faire avec des équipes, on doit le faire avec la collaboration du fédéral, des communautés et des régions aussi. Ça me semble tout à fait essentiel que dans ce combat, il faut nécessairement on se mette à plusieurs, qu'il y ait des communes qui travaillent ensemble. Vous avez passé un accord de partenariat avec la commune de Malines, dont le bourgmestre est Bart Somers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez échangé des policiers, échangé des éducateurs. Est-ce que ça vous a amené quelque chose, des bonnes pratiques? Oui, absolument. C'était important que justement, comme Malines avait une avance, et comme la Flandre, d'une manière générale, a quand même eu une avance par rapport à Bruxelles et la Wallonie sur ces phénomènes, il était intéressant de voir pour nos policiers comment ils fonctionnent Qu'est-ce que vous avez importé de Malines, par exemple, et concrètement? La structure de la lutte contre l'exclusion sociale a fort intéressé également les acteurs sociaux de Malines. Qu'est-ce que vous avez importé de Malines? Qu'est-ce qui a changé au contact de cette expérience? Mais je pense que ce sont avoir une vision, ne pas être centré sur sa propre commune, mais de voir la manière dont on peut également agir dans d'autres communes. Donc on l'a fait avec Malines, mais évidemment, et on espère pouvoir le poursuivre dans le futur avec d'autres communes, des communes bruxelloises, et c'est pour ça qu'on espère, enfin on attend un soutien de la part du fédéral pour pouvoir mener à bien ces actions. C'est ça que vous avez demandé à Yann Janmon tout à l'heure, qu'il mette un petit peu de sous pour mener des actions supplémentaires? Absolument. Je pense que c'est important. Il y a l'aspect financier, mais il y a aussi donc cette volonté de coordination de nos plans d'action. Parce qu'on sait qu'il y a certaines communes qui sont plus impactées, mais finalement la question du radicalisme, elle peut se poser à toutes les communes. Et comme il y en a plusieurs qui sont à l'avant-garde de ces actions, je pense que véritablement, on doit pouvoir travailler ensemble. Ouais. La grande difficulté dans ces dossiers, c'est d'envoyer un signal de fermeté et d'être actif contre les éléments les plus radicaux et les candidats au djihad et les terroristes d'un côté, mais aussi de ne pas être injuste avec les musulmans qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'il n'y a pas parfois des messages un petit peu contradictoires, y compris du monde politique, qui font que la jeunesse a tendance à se radicaliser? Alors c'est vrai qu'il faut toujours garder l'équilibre et que c'est un exercice difficile, hein, mais aujourd'hui, par exemple, le discours qui a été tenu par le Premier ministre est un discours très clair par rapport au danger du djihadisme et à la place des personnes d'origine étrangère et notamment de confession musulmane dans la société belge. Il y a, à mon sens, de moins en moins d'ambiguïté et aussi... alors qu'il y a eu du tâtonnement pendant des années sur la manière dont il fallait se positionner, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus clair dans les politiques qu'il faut mener auprès des nouveaux arrivants, mais aussi auprès des jeunes et auprès des habitants qui sont parfois installés depuis fort longtemps dans nos communes. Alors, est-ce qu'il y a des réfugiés syriens ou irakiens qui sont installés à Molenbeek depuis qu'on a un afflux massif de candidats demandeurs d'asile? Alors, il y a une solidarité qui s'est faite au niveau citoyen et au niveau associatif aussi à Molenbeek. La commune n'a pas la possibilité d'ouvrir des bâtiments pour accueillir des candidats réfugiés, mais vous savez que Molenbeek, c'est une commune où il y a beaucoup de passages et
il y a un flux d'habitants Il y a des communes, par exemple à constant. Ouderghem ou ailleurs, où on annonce qu'on va mettre des logements à disposition. On ne va pas le faire à Molenbeek. Non, ce ne sera pas le cas. Nous n'avons pas la capacité. Mais je me suis informée, depuis le début de l'année, nous avons 350 Syriens qui se sont inscrits dans les registres donc ça, c'est plutôt des de la démographie. d'ordre privé. Ouais, ce sont, de facto, il y a des personnes d'origine syrienne qui s'installent à Molenbeek. Ouais. On a laissé les gens camper au parc Maximilien très longtemps. On est en train de se dire qu'il va peut-être falloir fermer ce parc. Est-ce que le fédéral a bien géré? Alors, le fédéral, à mon sens, a bien géré, puisque au départ, ce parc Maximilien a suscité une vague de sympathie importante de la part des citoyens et des habitants. C'était très bien. Mais à côté de ça, on a ouvert un bâtiment. Donc le WTC, où il y a 300 lits aujourd'hui, il y en aura peut-être 500 dans quelques jours. Absolument. Ouais. Et donc, on a pris des mesures aussi pour que ce ne soit pas uniquement la nuit, mais qu'ils puissent également y séjourner, qu'il y ait des sanitaires qui soient installés. Alors, ce ne sera probablement pas suffisant. Et donc, il faudra trouver d'autres endroits à proximité de l'Office des étrangers pour accueillir ces personnes. Et évidemment, dès qu'elles sont inscrites, pouvoir les diriger vers d'autres centres. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de travailler sur le blocage, l'engorgement de l'Office des étrangers, se dire tiens, il faut mettre des fonctionnaires supplémentaires, il faut se dire tiens, 250 dossiers par jour, ça ne suffit pas, il faut en faire plus. Est-ce qu'il n'y a pas un petit blocage idéologique de la NVA qui a un peu fermé le robinet? Alors, le renforcement des équipes, c'est fait. Donc, peut-être qu'il n'était pas suffisant, mais quelle est la limite à mettre par rapport à tous les dossiers d'inscription de ces candidats réfugiés? Et maintenant, la situation va se réguler. Ouais. C'est vrai qu'au départ, on peut considérer qu'elle a été quand même relativement. Il n'y a pas de clivage idéologique entre la NVA et les autres partenaires de la majorité sur cette question de l'accueil des réfugiés? Alors c'est vrai qu'il y a des sensibilités qui sont différentes, certainement, mais justement le Premier ministre a su gérer la situation et c'est lui qui est intervenu et qui est monté en première ligne par rapport à la situation. Donc la voix du gouvernement, c'est celle de Charles Michel, c'est pas celle de Theo Franken? Absolument. Ouais. Ça vous a choqué que la NVA au Parlement européen vote contre le plan de répartition proposé par Jean-Claude Juncker? On connaît la situation de la NVA au niveau européen. Donc elle est dans un groupe politique qui n'est pas pro-européen et donc ça ne m'étonne pas, non. Alors, le survol de Bruxelles, pour terminer, il nous reste 2 minutes. Il n'y a pas eu d'accord en comité de concertation hier. Non. Donc le fédéral et la région bruxelloise n'ont pas réussi à aplanir leurs différends. Ça veut dire qu'on va recommencer à survoler la route du canal dans une dizaine de jours, à partir du 24 septembre. Vous dites merci Jacqueline Galland ou pas? J'ai rencontré Jacqueline Galland début septembre à Molenbeek, justement pour évoquer la question du survol du canal, qui est vraiment un enjeu important pour les Jusqu'à 6 vols par nuit sur cette route, et donc, qui survole votre commune. Oui, absolument. Et donc, on avait connu le chaos avec le plan Watley, et il était important de revenir à la normale. Alors, c'est vrai qu'elle ouvre le survol de nouveau de la route du canal, mais elle prévoit aussi une limite, puisqu'elle dit qu'il n'y aura pas de sonorité au-delà du niveau 4. Donc ce sont des avions moins bruyants qui ce sont des avions sensiblement moins bruyants. Ça vous suffit? Alors, il y a des sonomètres qui ont été installés. Il y en a un sur le territoire de Molenbeek. Moi, j'ai demandé à l'IBGE d'avoir les résultats de ce sonomètre. Je crois qu'il faut véritablement avoir une étude objective de la situation. C'est une action justice de la région bruxelloise contre le fédéral. Est-ce que la commune de Molenbeek s'y associera? La ministre a dit qu'elle réunirait les bourgmestres et donc moi j'attends de voir quelle sera sa proposition et aussi quels seront les éléments objectifs qui nous permettront d'agir en justice par rapport à cette situation. Donc il faut je sais que c'est un dossier extrêmement difficile, extrêmement compliqué, qui existe depuis des années et qu'il n'y aura pas de solution idéale, quoi qu'il en soit. Mais il faut véritablement objectiver ce survol. La crainte, c'est qu'on perde du temps et qu'à partir de juin, il y a une directive européenne et qu'on ne puisse plus toucher aux routes aériennes. Vous n'avez pas cette crainte? Alors, c'est pour ça qu'il faut, le plus rapidement possible, avoir des éléments concrets pour pouvoir prendre position. Et en tout cas, je peux vous assurer que je serai particulièrement vigilante comme bourgmestre pour éviter justement qu'il puisse y avoir une situation trop attentiste qui finalement se retourne contre les Bruxellois. Merci Françoise Keppmans d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Philippe Clause, échevin des finances, des budgets et du tourisme à la ville de Bruxelles qui sera notre invité. À demain.